Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Gilles Frano, je suis Senior Advisor chez WeLink et je suis ravi de vous accueillir pour notre webinaire de ce soir qui va parler d'un thème que vous ne pouvez pas ignorer. Toute la presse, toutes les infos financières et autres en parlent. Évidemment, nous sommes dans un momentum assez particulier. Je vous propose, dans l'heure qui suit, avec nos invités, de parcourir un petit peu ce qui s'est passé avec ce fameux bon d'État et surtout quelle posture adopter par rapport à son remplacement ou de manière plus générale comment investir par rapport à la conjoncture actuelle et aux impératifs que le marché nous impose de prendre en compte pour bien faire les choses. En quelques mots, qui est WeLink? Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres pas. WeLink est un courtier indépendant. Nous sommes actifs sur toute la Belgique avec 20-25 agences qui sont réparties entre Arlon et Bruges avec une présence assez importante autour de Bruxelles. Nous sommes courtiers spécialisés, courtiers indépendants, j'insiste, dans les matières financières, assurance vie, placement, crédit hypothécaire, tout type d'assurance également. Ce ne sera évidemment pas le thème de la soirée, mais nous avons, bref, dans chacune de nos agences, toutes les solutions financières pour vous aider à mettre en place ou corriger une stratégie de développement, de protection ou de transmission de votre patrimoine. Quelques chiffres, nous sommes à peu près 250 collaborateurs et nous avons la chance d'avoir la confiance de plus de 100 000 clients dont nous prenons extrêmement plaisir à suivre et surtout à donner un service qui n'est pas toujours simple de trouver de nos jours. Donc, vous savez qui nous sommes. L'idée, c'est évidemment de ne pas parler beaucoup plus de WeLink, mais surtout du thème de la soirée. Avant de présenter nos deux invités, je vais me permettre de faire un rapide résumé de cette histoire du bon d'État. Vous vous souvenez, il y a un an, jour pour jour, en tout cas hier, il y avait un an, jour pour jour, le ministre des Finances, qui l'est toujours, mais en affaires courantes, voulant titiller les banquiers qui ne font pas remonter les taux d'intérêt qu'ils offrent sur les carnets d'épargne et autres placements garantis, sort un bon d'État dont le succès fut fulgurant. Souvenez-vous, 22 milliards d'euros ont quitté pardonnez-moi, les comptes d'épargne. On comptait à peu près 300 milliards d'euros. Et les banques, évidemment, ont vu cet argent partir du jour au lendemain avec une offre qui était largement supérieure à celle que les banques proposaient. Vous vous souviendrez de ce 2,81 net qui a bénéficié d'un taux alléchant et d'un précompte mobilier qui a été limité à 15%, ce qui est assez exceptionnel. Depuis lors, cet argent revient, augmenter des intérêts et évidemment, nos amis banquiers et tout intermédiaire financier essayent de pouvoir capter une partie de ce montant assez important, bien sûr. Le but de la soirée, c'est surtout de vous recadrer tout cela, pour vous permettre de prendre une position par rapport au marché, par rapport à la manière d'investir de nos jours, qui n'est aujourd'hui plus la même qu'il y a 5, 10, 15, voire 20 ans. Et nous aurons l'occasion d'en parler avec nos experts ce soir, bien entendu. Alors, les 500 000 Belges, dont vous faites peut-être partie, qui ont investi dans ce bon d'État, ont la possibilité de réinvestir dans un bon d'État nouveau. Le taux a été gardé secret jusqu'à très peu. Et nous avons découvert, il y a, je pense, 2 jours, qu'il allait offrir un taux net de 1,93%. À un an, en sachant qu'il y a un deuxième bon d'État à 10 ans qui offre à peine plus, puisqu'on est autour de 1,95. En n'oubliant pas, et nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment avec Étienne de Calataille, qu'il faut évidemment tenir compte de l'inflation qu'il faut retirer de ces rendements-là. Inflation qui, en Belgique, est à l'heure actuelle, au mois d'août, elle était à 2,86% en Belgique. Donc quand vous retirez cela du rendement d'un placement, mais vous êtes en taux réel négatif. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Alors, nos invités de la soirée, je les présenterai dans l'ordre. Étienne de Calataille. Merci Étienne de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre. J'ai presque pas envie de vous présenter tellement vous êtes connu, mais quand même. Donc, économiste de renom, évidemment. Professeur d'université dans plusieurs universités. On vous entend dans les médias, on vous lit un peu partout. Vous êtes un référent, le référent, j'ai presque envie de dire, de la presse francophone. Et donc, avoir votre éclairage aujourd'hui est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers parce que je pense qu'on peut tout à fait écouter ce que vous racontez. Moi, qui suis-je par rapport à un Étienne de Calataille qui va nous éclairer sur la meilleure manière de nous comporter en matière d'investissement.
Mais Étienne de Calataille est ici à 2 titres. Il est également cofondateur et président d'une société de gestion, Orcadia Asset Management, qui fait partie de nos partenaires. Donc nous sommes courtiers indépendants, comme je vous l'ai dit. Donc nous choisissons des gestionnaires pour la qualité de leur gestion. Mais Orcadia fait partie de nos partenaires et nos clients en sont extrêmement contents. Dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir d'écouter Jérôme Medenard, donc, qui représente Carmignac. J'aurai l'occasion de le présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Carmignac qui est également une maison de gestion avec qui nous travaillons, qui est un de nos partenaires, et qui nous présentera une solution assez peu connue, mais qui a beaucoup de pertinence pour certains profils dans la conjoncture que nous connaissons, et à la suite peut-être des questions que vous devez vous poser par rapport au réinvestissement des bons d'État. Merci d'être là, Jérôme, également ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir également. Alors, le décor est planté. Je vais me permettre quand même de mettre quelques principes sur la table et surtout de demander à Étienne de Calataille de nous éclairer par rapport à sa vision, qu'elle soit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi l'inscrire dans le futur, puisque un investissement ne doit jamais se voir à trop court terme, mais à bien plus long terme. Et il y a beaucoup à dire ce soir. Mesdames, Messieurs, vous allez voir que c'est vraiment dans ce cadre-là que nous espérons vous faire peut-être changer vos habitudes ou vous conscientiser de certaines choses qui n'est pas toujours simple de maîtriser. Alors, évidemment, quand on a de l'argent à placer, il faut d'abord et avant tout faire la part des choses. Il est de bon ton de garder ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est une épargne qui doit être disponible, qui doit être liquide et qui doit être gardée évidemment sur des comptes bancaires, qu'ils soient comptes courants ou qui donnent un peu d'intérêt, mais c'est une épargne qui doit rester à court terme. Donc, nos amis banquiers ont là de quoi vous satisfaire. Le tout est de ne pas tout mettre dans ce genre de placement et nous allons voir pourquoi. Avec l'autre partie des sommes ou de votre patrimoine ou des liquidités que vous avez à investir, le mot est dit, il faut plutôt investir. Comment investir? Quelles sont les règles? Quel est ce nouveau paradigme dans lequel nous nous trouvons depuis quelques années? Eh bien, c'est un peu ça l'idée, c'est de développer ça également ce soir. Alors, cher Étienne, si on parle de changement de paradigme, comment traduiriez-vous cela en termes, je dirais, compréhensibles par le commun des mortels? La réponse est assez évidente. Nous savons que nous allons être confrontés à des années ou à des décennies difficiles, aussi sur le plan budgétaire, parce qu'il y a le vieillissement démographique, il y a la transition environnementale, ça va coûter. Ça veut donc dire qu'il y aura peut-être moins d'argent dans les caisses pour assurer un certain nombre de biens et de services publics, et notamment pour les personnes qui auront atteint l'âge de la retraite, il y a des interrogations légitimes sur la capacité à maintenir un certain niveau de vie du fait de cet argent qui viendra de l'État. Et donc, on se sent poussé à épargner et à faire fructifier cette épargne. Et c'est ça qui est tout à fait important. Et l'autre dimension dans cette évolution du paradigme, outre cet environnement où les finances publiques sont dégradées pour les raisons que j'évoquais, il y a aussi le retour de l'inflation. Parce que c'est bien beau d'avoir 100 et grâce à un taux d'intérêt, j'invente, de 1%, vous auriez 101 l'année d'après. Formidable! Oui, mais si en attendant la maison de repos ne coûte plus 10 mais que se met à coûter 12, ça devient plus compliqué, évidemment, d'assurer son train de vie. Et donc, aujourd'hui, nous avons à nous poser des questions sur la préservation, et mieux encore, l'accroissement du pouvoir d'achat de notre épargne. Ne pensons plus en termes de rendement, pensons en rendement tenant compte de l'inflation. Donc le mot est dit, le but c'est de protéger notre pouvoir d'achat, de réellement épargner et pas désépargner quelque part, puisque si on perd en valeur, eh bien évidemment notre situation ne s'améliore pas, là où le coût de la vie augmente, très clair. Mais finalement, à qui profite le crime? Parce que si je vous écoute, des personnes endettées ou des États, par exemple, très fortement endettés, je reprends vos mots, auraient quand même intérêt à garder une inflation relativement élevée, voire supérieure au taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer aller rester, parce qu'on y est, et rester dans cette situation pendant un certain nombre d'années? Je pense que dans votre question, vous donnez déjà le début de la réponse. Et je dirais en fait, on peut remplacer le mot année par le mot décennie. Je pense que pour les décennies qui viennent, nous allons avoir des autorités qui vont être confrontées à des difficultés budgétaires. Et il y a une manière de résoudre les difficultés budgétaires, c'est de supprimer des dépenses. C'est pas très populaire. C'est d'augmenter les impôts. C'est pas très populaire non plus.
Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a une autre manière de faire en sorte que vous puissiez assurer ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique. C'est quoi? C'est de faire en sorte que cette dette ne vous coûte pas trop cher. Moi, je suis prêt à avoir 3 milliards d'euros de dette sur mes épaules si le taux d'intérêt est à zéro l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Alors, il n'y a pas de souci, je peux avoir toute la dette qu'on veut si le taux est à zéro. Ah oui. Mais le taux n'est plus à zéro. Il a été à zéro il n'y a pas si longtemps, mais c'est ça le fameux changement de paradigme qu'évoquait Gilles. Et donc aujourd'hui, nous sommes à des taux d'intérêt plus élevés. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. L'État va se dire « Ah oui, mais maintenant, je dois payer plus cher pour ma dette, ça ne va pas. » Sauf si vous avez à la fois une modération de cette rémunération, une modération de ces taux d'intérêt par l'action des banques centrales, et simultanément de l'inflation. Parce que l'inflation, s'il y a de l'inflation, les salaires augmentent, les prix des biens que vous achetez augmentent, donc l'État va collecter plus d'impôts, de TVA, de toutes sortes de revenus. S'il doit rembourser un certain taux d'intérêt, il a tout intérêt, et sans jeu de mots, à ce qu'il y ait plus d'inflation, parce que la dette qu'il va vous rembourser, si je forçais le trait, je dirais, il va vous rembourser en monnaie de singe. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une inflation à 1000%, mais effectivement, et Gilles le disait fort bien dans sa question, en fait, l'inflation va être l'allié des États dans cette capacité à financer leur déficit, et donc il faut s'attendre à ce que l'inflation ne retourne pas à 0% et que simultanément, les taux d'intérêt offerts par les États quand ils s'endettent restent, tenant compte de cette inflation, faible, pour ne pas dire anormalement faible, pour ne pas dire outrageusement faible, parce que ça ne maintiendra pas votre pouvoir d'achat. Très clair, merci Étienne. Mais donc, ça veut dire qu'il y a certaines institutions, dont les États, qui sont favorables à ce genre de conjoncture. Mais si on se met à la place de l'épargnant, de vous, madame, vous, monsieur, qui avez de l'argent sur un compte bancaire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? N'allons-nous pas devenir un peu les dindons de la farce si on ne prend pas attitude pour essayer de battre ce principe de perte de pouvoir d'achat? Effectivement. L'image que j'aime bien utiliser, c'est celle de la grenouille. La grenouille qui se fait cuire à petit feu. En fait, regardez ce bon d'État. Oh, 1,93. Oh, ben c'est quand même pas mal, c'est mieux que ce que je n'ai pu avoir sur mon livret d'épargne pendant des années. Oui, c'est vrai, c'est moins mal. Mais quelle est l'inflation attendue en Belgique pour les 12 mois qui viennent? Plus que ça. Ça veut donc dire que dans 12 mois, on va vous rendre les 1000 ou les 10 000 ou les 100 000 que vous aurez prêtés à l'État avec, augmenté de ce 1,93%, très bien. Mais le coût de la vie aura plus augmenté que cela, et donc en fait le pouvoir d'achat de vos 1000, 10 000 ou 100 000 euros aura diminué. Et vous aurez donc eu à subir une petite atrophie. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas perdu 20% ou 50% de votre épargne, mais année après année, perdre 1%, ça finit par faire très mal. Donc faire des petits sauts de puce d'un an avec des taux qui sont inférieurs à l'inflation va finalement nous faire donner une certitude qui est de perdre de l'argent, perdre du pouvoir d'achat chaque année. Tout à fait. Et il y a un deuxième risque auquel il faut bien prêter attention face à cette proposition qui est celle du bon d'État, ou du compte à terme des banques, à cet égard ce n'est pas différent, c'est quel sera le taux dans 12 mois. C'est ce qu'on va appeler le risque de réinvestissement. Rien ne vous garantit que vous aurez de nouveau du 1,93% dans un an. En fait, il y a toutes les raisons de penser que ce sera moins. Les banquiers centraux l'ont dit, il n'y a qu'une seule direction pour l'évolution des taux dans les trimestres qui viennent, c'est à la baisse. Le grand patron de la Banque centrale américaine, M. Powell, dans une réunion au sommet, la Mecque des banquiers centraux à Jackson Hole, l'a dit, il n'y a qu'une seule direction. Et cette direction, c'est la baisse des taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 12 mois, s'il y a une chose qui est quasi sûre, c'est que les taux seront plus bas. Et donc, vous aurez eu 1,93% pendant un an, vous dites « Oh ben c'est pas mal, c'est pas si mal, c'est toujours moins que l'inflation », mais en plus, ayez à l'esprit que dans un an, quand il s'agira de réinvestir cet argent pour votre retraite, pour votre maison de repos, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, vous aurez encore moins que 1,30%, en tout cas, en toute vraisemblance. D'accord. Donc, si on regarde les solutions garanties, c'est-à-dire les taux garantis, et on peut en parler quelques instants,
vous avez tous vu naître dans la presse, dans les médias, les offres des banques. C'est Noël, c'est les soldes. On peut même dire dans certains cas que des banques donnent un taux d'intérêt court terme supérieur à ce que ça leur rapporte. Donc elles perdent de l'argent dans le but d'attirer des capitaux, de récupérer un peu ce qu'elles ont perdu il y a un an. Si je me permets, je ne suis pas banquier, mais bon, tout le respect que j'ai pour nos amis banquiers. Donc ça, c'est leur but à court terme. Mais ça veut dire que les carnets d'épargne qu'on connaît, qu'on a toujours connus, les comptes à terme qui avaient disparu, les bons de caisse qui étaient morts également, refont surface avec une offre qui est un peu les soldes, mais dans l'autre sens. On offre un taux supérieur, duquel il faut toujours retirer la fiscalité, puisqu'évidemment, entre les taux bruts et les taux nets bancaires, il y a, à part quelques exceptions, qu'un air d'épargne limité, un précompte mobilier de 30% à retirer. Donc, même avec ces offres qui sont supérieures aux bons d'État, donc actuellement, les banques, contrairement à l'année passée, surpassent les offres que l'État fait via ces nouveaux bons. Mais si on retire l'inflation, on reste quand même en négatif ou à zéro, quasiment. Donc, on ne protège pas notre pouvoir d'achat et on n'investit pas, on ne crée pas de valeur. Exactement. Bon. Et on reste avec ce second risque que j'ai évoqué en plus, de celui du réinvestissement, Ouais. parce que la banque vous propose peut-être un taux qui semble mirifique aujourd'hui, elle ne s'engage pas à vous proposer le même taux dans 12 mois, évidemment. Bien sûr. Surtout si l'argent est déjà sur ses comptes, il y aura une tentation moins grande Si je peux me d'ouvrir permettre, grand les portes. si je peux me permettre, c'est une attitude que bon mal de banquiers ont aujourd'hui et que je trouve particulièrement déplaisante, pour ne pas dire choquante, c'est de mieux traiter les nouveaux clients que les clients existants. Je préfère que l'on rémunère la fidélité et la loyauté plutôt que la personne, entre guillemets, volage. Je ne vois pas pourquoi une banque se permet aujourd'hui, en 2024, de maltraiter ses clients existants pour mieux choyer ces nouveaux clients qu'elle espère attirer. Bien. Alors, la question, évidemment, existe-t-il des alternatives ? Bon, la réponse, vous vous doutez, si vous êtes là, c'est que vous en cherchez. Nous allons peut-être vous expliquer, vous conscientiser du fait qu'il y a des alternatives, évidemment, dans ce nouveau comportement à avoir. Et ce sont des alternatives, mais qui sous-entendent la connaissance quand même de principes de base. Si on veut faire bien les choses, quand on investit au sens pur du terme, il y a des principes de base qu'il faut respecter. Si je devais vous poser la question de citer quelques principes de base à vraiment avoir en tête pour ne pas faire de mauvaises affaires, si je peux dire, quels seraient-ils d'après vous, Étienne ? Se connaître, se méfier de soi-même peut-être, avoir un sens de l'autocritique, ne pas se laisser porter par ses émotions. Donc ça, c'est certainement un ensemble de principes qui me semble toujours, mais toujours utile de rappeler. Regardez les emballements encore récents que l'on peut connaître pour une action comme Nvidia, pour des crypto-monnaies. Ce sont des choses qui laissent les choses financières. Ça peut susciter un grand enthousiasme. On dit, je vais me dépêcher de prendre le train en marche. Je ne sais pas si vous cherchez à monter sur un train quand il démarre, je ne vous le conseille pas. En bourse, ça peut être un petit peu moins dangereux pour vos jambes, mais vous pouvez néanmoins vous ramasser et vous casser la figure. Donc, soyez très prudents par rapport à vos émotions, ça doit être rationnel. Et une des vertus, je plaide entre guillemets pour notre chapelle, nous intermédiaires financiers, c'est que quand vous faites appel à un intermédiaire, il est là pour vous aider à raisonner, pour ne pas prendre une décision impulsive. Vous êtes seul face à votre clavier d'ordinateur et vous appuyez sur la touche acheter ou sur la touche vendre, il n'y a pas ce temps de réflexion et on est porté à plus de... Donc ça c'est certainement un élément extrêmement important, se connaître, sa tolérance au risque, parce que si quelque chose dans lequel vous investissez perd 5-10% et que vous vendez quand vous aurez vendu, vous aurez vos larmes pour pleurer. Donc il faut se connaître, très important. Un deuxième trait extrêmement important, et donc ne pas hésiter à se faire accompagner. Un deuxième trait extrêmement important, c'est la diversification. On le connaît dans presque toutes les langues de la planète, le précepte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, c'est tout aussi vrai en matière financière. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification. Est-ce que Nvidia va être cette entreprise miraculeuse du secteur miraculeux que sera ou serait l'intelligence artificielle? Qui suis-je pour savoir que Nvidia fera encore mieux que ce que l'on pense qu'elle ne fera sur la base du cours de bourse d'aujourd'hui? Et donc, ayez, si vous le pensez, de Nvidia dans votre portefeuille, mais pensez à diversifier
et à diversifier. Il y a un terme, un couple qui ne divorcera jamais, dont on entend souvent parler quand on parle de placement, quand on parle d'investissement, c'est le couple rendement-risque. Comment peut-on expliquer ce principe de rendement-risque? Si on veut du rendement, il faut prendre un petit peu plus de risques. Comment traduiriez-vous cela, Étienne? Par la négative. En fait, par la négative. Si vous pensez que la proposition que vous ferait quelqu'un d'un rendement très attractif, sans aucun risque, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un peu la puce à l'oreille. Vous vous méfiez, voire vous vous encourez. Parce que vous dites non, c'est pas Saint-Nicolas les marchés financiers. S'il y avait des trucs qui rapportent beaucoup plus pour beaucoup moins de risques, peut-être que quelqu'un l'aurait remarqué déjà hier. Donc il l'aurait acheté, cette chose absolument achetable et tellement attractive. Il l'aurait acheté hier. Comme il l'aurait acheté hier, il en aurait fait monter le cours hier. Donc en fait, pensez que vous allez trouver le truc miraculeux qui vous fait des rendements supérieurs avec moins de risques, oubliez ça. La bonne manière pour gérer le risque, c'est une fois encore le mot de diversification. Mais pour le reste, il faut accepter qu'un rendement plus élevé, ce sera une prise de risque. Dans la durée, les chiffres sont avec vous. La meilleure synthèse des marchés financiers, c'est un livre qui s'appelle Le Triomphe des optimistes. J'adore ce livre-là, mais c'est des faits. Hein. C'est celui qui a acheté des actions en 1900, celui qui a même acheté des actions en 1928, juste avant le krach, pour peu qu'il n'ait pas vendu dans la panique des années qui ont suivi, évidemment. Hein. Celui qui a acheté des actions en 2007, juste avant la crise financière, il a fait une catastrophe. Alors, bien sûr, s'il a acheté l'une ou l'autre action d'une banque belge commençant par F, là, il a encore ses larmes pour pleurer. Mais s'il a investi en 2007, avant le krach que l'on a connu à ce moment-là, et je vous rappelle, hein, moins 40%, hein, eh bien, s'il n'a pas vendu, eh bien, il est nettement mieux aujourd'hui que s'il avait sagement laissé dormir son argent sur un livret d'épargne. Donc, à tout profil de risque, hein, les investisseurs que vous êtes, vos conseillers doivent vous faire répondre à des questions pour connaître votre profil, donc qu'on soit défensif, balancé ou dynamique, on appelle ça par d'autres noms, mais c'est l'idée. Ça veut dire qu'il est toujours nécessaire d'avoir une certaine durée minimale que pour diminuer ce niveau de risque et quelque part être pas sûr, parce que ce n'est pas garanti, mais la plupart du temps, dans une situation où on battra cette inflation et on a un certain rendement pour un niveau de risque qu'on aura pris. Le risque payera. Tout à fait. On pense souvent qu'il y a deux types de risques sur les marchés financiers. Le risque d'acheter trop cher et le risque de vendre mal. En fait, il faut surtout se concentrer sur ce deuxième risque. Vous avez peut-être acheté quelque chose de cher et le lendemain, vous voyez le cours baisser. Si vous avez le temps avec vous, et une fois encore, si votre portefeuille est diversifié, ce que montrent les statistiques est indubitable, ça remontera, ça dépassera le niveau d'achat et ça vous offrira un rendement ajusté pour le risque, pour l'inflation dans la durée qui sera supérieure. Donc, si vous avez le temps avec vous, vous êtes le roi du monde. Mais il faut aussi avoir les nerfs. Parce que l'autre risque, c'est de vendre mal, vendre dans la baisse. Parce que si vous vendez dans la baisse, là, vous ne reparticiperez pas à la remontée subséquente. Vous aurez acheté à 100 quelque chose qui sera monté à 103, 105, chouette, et puis qui sera rebaissé à 98, et puis à 95, et puis à 90, et puis à 80, vous paniquez, vous vendez. Et puis cette histoire-là, ce panier d'actions, parce qu'une fois encore, il faut parler de manière diversifiée, ce panier remonte de 80 à 90, et puis à 100, et puis à 110, et puis à 120, vous ne participerez pas à cette remontée. Donc, il faut absolument avoir le temps pour soi. Tout le monde n'a pas le temps. Bien sûr, et ce n'est pas un reproche qu'il faut faire par rapport aux personnes qui n'auraient pas le temps, qui n'auraient pas la tolérance. Il faut investir en fonction de sa tolérance au risque et en fonction de l'horizon de temps qui est le sien. Si vous avez de bonnes chances de devoir remplacer votre toit dans les semaines qui viennent, n'investissez pas les 40 000 € que ça va vous coûter dans les jours qui suivent cette émission. Ce serait une chose tout à fait à décommander. En revanche, si vous avez 7 ans, 10 ans devant vous, franchement, osez envisager un investissement en action. C'est très clair. Et donc, ça veut dire que cette volatilité, cet écart entre le plus haut et le plus bas, si on attend et qu'on ne doit pas sortir à un mauvais moment, c'est quelque part ça la règle. Ce n'est pas tellement de choisir le moment
on rentre, mais c'est surtout de ne pas devoir sortir à un mauvais moment, si je vous comprends bien. Si on a déjà cette certitude en tête et qu'on n'écoute pas ses émotions, et qu'on a des bons gestionnaires, qui le restent, ça c'est notre rôle, hein, j'expliquais un peu le rôle de Willink aussi, on a quelque part pas des garanties, mais en tout cas des principes qui seront respectés et qui sur la durée feront très vite oublier ce monde des taux garantis qui, on peut presque dire aujourd'hui, est moribond. Il est moribond parce que, en fait, il ne peut répondre qu'aux personnes qui sont, à mes yeux, extrêmement prudentes et parmi elles, pour une grande part, trop prudentes. Il y a bien sûr des gens qui prennent trop de risques par rapport à ce qui leur conviendrait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent trop peu de risques par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre de prendre. Donc quelque part, les Européens, les Latins que nous sommes, ont plutôt tendance à aller vers l'attitude que prennent les pays anglo-saxons où on ne connaît pas la notion de taux garanti quelque part. Hein. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, regardons la différence entre les États-Unis où en moyenne sur leur épargne, les Américains ont un taux de rendement bien plus élevé que nous les Belges, parce que nous les Belges, en se contentant de laisser notre argent sur des livrets d'épargne si mal rémunérés, eh bien, on a un faible rendement. Les Belges sont plus riches que les Américains, par tête d'habitants, hein, comprenons-nous. Mais ce qu'on obtient de cette richesse, de ce patrimoine, c'est moins qu'aux États-Unis, parce que nous, on est très frileux, et pour beaucoup d'entre nous, trop frileux. Très bien. Et donc, clairement, pour citer ces solutions alternatives aux produits à taux, on va dire, on se retrouve à ce moment-là dans le monde de ce que les assureurs appellent la branche 23. Hein, ce sont des fonds d'investissement qu'on retrouve les mêmes en banque également et qui vont permettre, en fonction d'un certain profil de risque que le client détermine, qu'on aide à choisir, de battre finalement sur la durée ces rendements et surtout de battre cette inflation. Donc la branche 23, vous en avez peut-être entendu parler, ce sont des fonds d'investissement qui ne veulent pas dire 100% actions, hein, qui vont vous donner des solutions défensives. Jérôme va nous en parler dans quelques minutes, des solutions balancées, des solutions dynamiques, ou en tout cas laisser à des gestionnaires la possibilité, avec la flexibilité voulue, de faire varier les niveaux de risque. Parce que ça, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup chez Willink. Chacun prend ses responsabilités. Un gestionnaire gère, un intermédiaire comme nous s'assure d'avoir des bons résultats auprès des gestionnaires et des fonds qui ont été choisis. Mais nous ne sommes pas des gestionnaires. Ça, messieurs, c'est à vous de faire votre boulot, si vous me permettez. Mais donc, nous sommes indépendants, nous vous donnons accès à des dizaines de gestionnaires, des centaines de fonds. Il y en a certains qu'on préfère, hein, donc évidemment, c'est notre rôle de les choisir et surtout de s'assurer qu'ils restent bons. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'Étienne de Calataille était ici à 2 titres. Cher Étienne, j'aimerais que vous parliez un petit peu d'Orcadia. Je sais qu'en général, vous êtes plutôt timide là-dedans, mais il n'y a pas de quoi rougir, que du contraire. Sinon, vous ne seriez pas là, pardonnez-moi. Mais Orcadia met à disposition, et Étienne va nous expliquer quelques solutions en quelques mots. Les performances sont vraiment dans le top du marché en fonction des niveaux de risque. Et surtout, ce que j'adhère beaucoup chez Orcadia, ce sont vos valeurs. Vous avez des valeurs, on n'investit pas dans n'importe quoi. On n'investit que dans des placements responsables, c'est peut-être le mot durable. Hein. Comment pouvez-vous nous expliquer ça en quelques mots, Étienne ? Merci, mais ça devra rester quelques mots, parce que c'est un sujet qui me passionne encore plus que tout le reste. Et donc, ce bébé Orcadia, qui est un bébé collectif, hein, un bébé, ça se fait d'abord à 2, mais aussi Orcadia, ça se fait même plus qu'à 2. En fait, c'est quoi ? C'est une société de gestion, donc notre métier, c'est gérer. Il y a plein de choses dans la dimension opérationnelle que nous sous-traitons, mais nous nous concentrons sur ce qu'on appellera la gestion intellectuelle du patrimoine des personnes qui nous font l'honneur de nous le confier. Nous investissons dans des produits, dans des actifs financiers, comme on appelle cela, qui sont réputés responsables ou soutenables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, prenons le monde des actions, des entreprises cotées en bourse, on va regarder quelles sont les émissions de CO2, la consommation d'eau, comment ça évolue, et elles vont recevoir un bulletin pour leur performance environnementale. Est-ce que dans le secteur de la chimie, l'entreprise A fait mieux ou moins bien que l'entreprise B ? Bien sûr, ne pas comparer une entreprise chimique et une entreprise bancaire ou de l'alimentation. Hein. Secteur par secteur, on va regarder et on va privilégier l'investissement dans ces entreprises qui font mieux sur le plan environnemental. Mais aussi, on va prendre en considération d'autres paramètres, des paramètres sociaux,
et les paramètres de bonne gouvernance, de transparence de l'entreprise, et quel est le niveau d'information qui est le sien dans la composition de son conseil d'administration, est-ce qu'il y a la diversité que l'on souhaite voir, et ce type de considération. Environnement, droits sociaux, gouvernance, ESG, c'est un acronyme que certains d'entre vous auront peut-être déjà entendu, et c'est là-dessus que les entreprises vont être examinées. En fait, elles passent, entre guillemets, des examens, comme à l'école. Et vous avez une note. Vous avez une note en français, une note en néerlandais, une note en anglais, une note en maths, une note en que sais-je. Et puis vous avez une note globale. Et c'est la note globale qui va nous intéresser. On va investir dans les entreprises qui ont une bonne note globale sur le plan ESG. Et c'est-à-dire que, pour autant, on ne va pas prendre en considération le reste. Bien sûr que non. Si c'est une entreprise dont on pense qu'elle n'a pas un bel avenir parce que ses brevets sont venus à expiration, parce qu'elle est trop endettée, parce que son management pose problème, que sais-je, nous ne la prendrons pas en considération non plus dans la partie active de nos portefeuilles. Vous l'imaginez aisément. Et donc l'investissement responsable, c'est ce qu'on fait chez Orcadia. Vous les pensez, c'est sympathique, c'est de belles idées, c'est généreux, mais c'est au détriment de la performance. J'allais vous poser la question. Ben voilà, mais voilà, je me laisse aller. Allez-y. En fait, eh bien, dans un monde, on a souvent l'impression que si je fais le bien à quelqu'un, ça doit me coûter, sinon c'est pas normal. On est souvent à penser, si c'est bon pour lui, c'est que c'est mauvais pour moi. C'est vrai, dans un match de tennis, si c'est l'autre qui gagne, c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Donc là, on est dans une réaction, dans une situation où il y a un vrai antagonisme. C'est bon pour l'autre, c'est mauvais pour moi. OK. Eh bien, dans le monde de l'investissement responsable, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas ça. C'est miraculeux, vous avez dit, mais en fait, vous pouvez à la fois faire du bien aux autres et faire du bien à votre portefeuille. Parce qu'en fait, on le sait bien, qui pense qu'il y a un super bel avenir pour le secteur du charbon dans notre monde ? Se préoccuper dans quoi votre argent est investi, et notamment des évolutions en matière énergétique, c'est en fait prendre de l'avance. C'est vous quitter le court-termisme qui malheureusement trop souvent afflige les marchés financiers, et ça vous aide à avoir une vue de moyen-long terme. Et donc, aujourd'hui, on a de bonnes statistiques depuis 2007. Sous la période 2007-2024, c'est indubitable. Faire le bien en investissant de manière responsable ne nuit en rien à votre portefeuille. Au contraire, ça ajoute un petit chouïa qu'il est toujours sympathique de percevoir. Merci Étienne, c'est clair. Il est évident que via Willing, vous trouverez les solutions d'Orcadia, les différents fonds proposés, les différents types de gestion, bien entendu. Merci beaucoup Étienne. Cher Jérôme, à nous deux. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Vous représentez la maison Carmignac, qui est une maison de gestion française bien connue. Vous êtes Business Development Manager pour la Belgique. Je vais peut-être vous laisser présenter Carmignac en quelques mots, mais surtout nous présenter également une solution alternative. On a parlé de profils défensifs tout à l'heure, outre d'autres fonds que Carmignac propose bien sûr. Le but de la soirée, c'est ici de présenter une solution défensive parmi celles que Carmignac propose. Et cher Jérôme, je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Merci. Dites-nous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, mon nom est Jérôme Audenard, comme Gilles l'a dit. Je représente la maison Carmignac. Donc, Carmignac est une maison de gestion française qui a été fondée maintenant il y a plus de 35 ans. On a un panel de fonds qu'on distribue à travers 15 pays dans le monde et on a évidemment des stratégies qui s'adaptent à différents types d'investisseurs, différents types de profils de risque. Et c'est clair que toutes les stratégies ne sont pas idéales pour chaque investisseur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une alternative au fonds, en tout cas au bon d'État. Donc le bon d'État, vous le savez, c'est une obligation. C'est une obligation qui a été contractée auprès de l'État pour laquelle vous avez reçu une rémunération, donc un paiement, un intérêt, un coupon. Il y a sur le marché des obligations qui sont des obligations d'entreprise, c'est-à-dire que c'est une dette qui est émise par une société dans le but de trouver financement sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, il y a certains produits, en tout cas en obligations, qui reviennent sur le devant de la scène. Ce n'est pas des produits qu'on a inventés, mais en tout cas l'environnement de taux par le passé n'était pas, en tout cas les 10 dernières années, intéressante que pour mettre ces produits en commercialisation. Aujourd'hui, on a des fonds, ce qu'on appelle des fonds à maturité. Donc, ce sont des fonds qui vont combiner le meilleur des deux mondes entre des obligations individuelles, un petit peu comme les obligations d'État, le bon d'État, et des fonds obligataires. Donc, sur le marché, on va aussi trouver des fonds obligataires qui sont des fonds dans lesquels on retrouve un panier d'obligations. Et ce sont des fonds qui sont gérés de manière traditionnelle, donc flexible, où les gérants vont acheter et vendre dans le portefeuille selon leurs convictions.
on a des fonds à maturité, je vais essayer de vous l'expliquer simplement, qui combinent les avantages d'une obligation individuelle avec les avantages d'un fonds obligataire traditionnel. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Quand on achète un bon d'État, on connaît l'échéance. On savait à quel moment on allait être remboursé et qu'on allait percevoir un coupon. Quand on achète un fonds obligataire traditionnel, ce n'est pas le cas, puisqu'à l'intérieur du fonds, il y a des transactions qui sont faites par les gérants expérimentés, voilà, qui achètent, qui vendent en fonction de ce qu'ils pensent par rapport à la conjoncture. Dans un fonds à maturité, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des obligations, mais qui vont avoir une date de maturité semblable. Par exemple, on va trouver des fonds à maturité. Voilà, j'allais dire, vous avez actuellement des propositions d'offres de fonds à maturité 2027, 2029, donc on est dans un horizon de 3-5 ans, donc qui est un petit peu plus long que le bon d'État, mais on va le voir, qui va permettre de générer des rendements supérieurs. C'est ça. Donc il y a 3 étapes vraiment clés dans la gestion d'un fonds à maturité. La première, c'est comme tu le dis très bien Gilles, c'est la sélection d'obligations. Donc les gérants vont sélectionner un panier d'obligations d'entreprise qu'ils jugent intéressantes par rapport au fameux couple dont on a parlé, rendement-risque, donc des entreprises qui ont une solvabilité solide et qui offrent un coupon intéressant. Pour vous donner un exemple, le coupon moyen qu'on a dans des solutions chez nous à 5 ans, à 2029, est de 5,6. Donc quand on compare ça à ce qu'on reçoit sur un bon d'État, la différence est quand même flagrante. Et évidemment, le risque est différent puisqu'on ne prête pas à l'État, on prête à des entreprises. Mais ici, en l'occurrence, on parle d'un panier d'obligations d'entreprises de bonne qualité. Pour l'expliquer simplement, il y a des ratings qui sont attribués aux entreprises, ratings qui sont donnés par des agences de notation. Et en plus, les gérants comme nous, on a une équipe en interne qui s'occupe de suivre les entreprises, de vérifier leur actualité, leurs résultats, etc., etc. Donc on va sélectionner des obligations soigneusement et surtout qui ont une même date d'échéance. En l'occurrence ici 2029, parce qu'en 2029, le produit arrivera à échéance comme une obligation classique qui sera remboursée. Deuxième point important, conserver les obligations jusqu'à maturité, c'est là où la différence se fait. Donc dans un fonds classique traditionnel, les obligations peuvent être vendus, arbitrés à chaque moment par les gestionnaires. Dans un fonds ici à maturité, on minimise le risque de taux. Donc ça, vous le savez peut-être, et peut-être que c'est bien de l'indiquer. Quand on garde une obligation jusqu'à son échéance, on neutralise le risque de taux. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'impact sur le prix de l'obligation qu'on pourrait vendre si les taux ont monté, par exemple, ou bien si les taux ont baissé, on aura un impact positif. Donc, sans rentrer dans trop de techniques, parce que l'idée, c'est d'expliquer un principe, on est ici dans une solution qui n'est certes pas garantie, mais qui, via le know-how de Carmignac ou du gestionnaire en général, va permettre d'aller capter des taux plus importants que ce qu'on a sur des produits garantis, avec une échéance un peu plus longue. Même si ce n'est pas garanti, la qualité de la gestion et la qualité du suivi fait que normalement, on aura une solution satisfaisante qui positionne quelque part les fonds à maturité à un niveau de rendement un peu plus élevé que ce qu'on peut avoir sur les produits de taux actuels. Est-ce que je résume bien la chose comme ça? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir de la visibilité à l'investisseur sur le rendement. Dès le début du produit, savoir l'échéance, donc ici on parlait de 2029, et de pouvoir donner ce qu'on appelle un rendement à maturité, pouvoir dire à l'investisseur avec une visibilité plus ou moins certaine, puisqu'il y a un point que je n'ai pas abordé, qui est le travail des gérants. Quand on sélectionne les obligations et qu'on les garde en portefeuille pendant 5 ans, il est vraiment nécessaire de monitorer continuellement les obligations qui sont en portefeuille. Ça, c'est vraiment la partie active en tant que maison de gestion, d'être capable de voir si une société qui aurait émis une obligation qui maintenant est dans un secteur qui est un peu plus en difficulté, qui aurait eu un management qui a changé, eh bien de pouvoir à un certain moment décider de s'en séparer totalement ou en partie pour éviter le principal risque, qui est le risque de défaut, c'est-à-dire finalement que l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser sa dette. Merci Jérôme. Ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure quand on parlait des solutions garanties. Nous sommes assureurs et donc c'est vrai que dans le monde de l'assurance, on connaît aussi ce qu'on appelle la branche 21. Vous avez peut-être connu ça, mesdames, messieurs aussi, où on dispose d'un taux garanti sur un placement, plus un éventuel bonus. Produit qui n'était plus très attractif ces dernières années quand les taux étaient très bas. Certaines compagnies offrent de nouveau, elles sont aussi dans la partie pour concurrencer le bon d'État, des rendements plus élevés que le bon d'État. Certaines sont à 3,5%, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que la fiscalité, des 8 premières années en tout cas, est assez négative parce qu'on doit retirer un précompte mobilier de 30% sur ces rendements, sur un rendement fictif de 4,75 qu'on n'aura pas. Donc la branche 21 peut être une alternative garantie.
mais sur laquelle il faut rester au moins 8 ans. Et c'est là que, quelque part, les fonds à maturité sont aussi une alternative plus courte pour aller titiller ces rendements, voire les dépasser. Je pense dans l'horizon entre le garanti et le non garanti, on peut situer un petit peu les différentes solutions qu'on a citées aujourd'hui. Très bien. Donc, on comprend où positionner les fonds à maturité. Une obligation, vous avez expliqué en quelques mots ce que c'était. L'obligation n'est pas garantie, bien sûr. Ça n'a pas toujours été... pendant bien longtemps, on disait les obligations, c'est pas prendre de risques. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. On se souviendra qu'en 2022, les résultats obligataires n'étaient pas extraordinaires, mais les taux étaient à l'origine de ça. On peut également avoir une poche intéressante, bien sûr, là-dedans. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette explication. De manière générale, Carmignac, un de nos partenaires, offre également d'autres solutions, mais que nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui. Donc, messieurs et mesdames, messieurs, vous aurez l'occasion de poser des questions. Hein, donc, si vous voulez nous poser quelques questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour y répondre, mais on peut déjà tout doucement aller vers les conclusions. Donc, si je vous entends bien, messieurs, attention à ce changement de paradigme, attention... On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs avant d'arriver à la conclusion, ce paradoxe, cher Étienne, je me tourne vers vous. On vit dans un monde rempli d'anxiété pour le moment. Si on parle de géopolitique, si on parle de guerre, évidemment, les choses ne sont pas roses et la vie n'est pas simple. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'au niveau de l'économie, au niveau des bourses, au niveau des marchés, tout va bien. Et comment peut-on expliquer ou faire croire à cela quand on parle de placements un peu plus risqués dans un environnement un peu anxiogène ? Comment pouvez-vous nous expliquer et nous apprendre à faire la part des choses ? Peut-être en reprenant le titre de ce livre que je citais, Le triomphe des optimistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à beaucoup d'inquiétudes. Elles ont trait à la géopolitique, hein, avec la Russie bien entendu. Ce qui se passe à Gaza est aussi de nature à nous préoccuper activement. La posture de la Chine par rapport à Taïwan n'est pas de tout repos. Donc il y a des questions politiques avec l'élection américaine de novembre qui se dessine, avec quand même un candidat qui est quand même assez, on va dire, particulier. Donc il y a des interrogations, il y a des interrogations sociales avec, on le sait, des montées de partis extrémistes, on a des interrogations environnementales, on a des doutes. Mais il faut bien voir que si je me permets d'évoquer ce titre, Le triomphe des optimistes, qui décrit au mieux 125 ans d'histoire financière, souvenons-nous quand même qu'il y a eu des guerres mondiales. Moi, j'aime dire, cher Gilles, je suis en 1962. En 1962, on peut dire « Ah oui, mais ça, quel Jansard, c'est les Golden 60s, tout allait bien ». Je ne suis pas sûr. Je suis né en fait en 1962 à un moment où il y a au dernier moment un avion russe chargé d'une tête nucléaire qui, dans le cadre de la crise de Cuba, a fait demi-tour et on était un chouïa de la Troisième Guerre mondiale et avec usage de l'arme nucléaire de manière intensive. Ça, c'est 1962. Et pourtant, on garde le souvenir. Les années 60 qui sont finies avec la guerre du Vietnam aussi. Hein. Il y a eu mai 68, c'était quand même pas des années pourtant toutes faciles. Il y a eu des grèves en Belgique dans les années 60. Il y a eu plein de... Et on garde un souvenir des Golden 60s. Donc, c'est pas pour dire que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas de sérieux problèmes, mais nous avons une capacité à absorber les chocs qui est largement sous-estimée. Prenons la conjoncture aujourd'hui. Est-ce qu'elle est fameuse ? Ah non, c'est pas terrible. La croissance économique en Europe, elle est plutôt mollassonne. C'est vrai. Aux États-Unis, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même pas super fringant. Donc, on va me dire, mais tiens, votre discours optimiste, que c'est quoi cette histoire ? Oui, mais on vient de se prendre un choc de remontée des taux d'intérêt qui est d'une violence extrême. Hein. Cette remontée des taux d'intérêt comme on l'a eu, elle aurait normalement dû faire quoi ? Provoquer une récession. Ça aurait été la norme. Et on n'a pas vu la récession. Et donc, ça veut dire que notre économie a été capable d'encaisser ce choc de la remontée des taux. Avant ça, on a encaissé le choc de la pandémie. Et donc, en fait, on a une économie qui montre des signes. Et donc, voilà, c'est pas pour dire que tout ira bien, que l'avenir, c'est un long fleuve tranquille, qu'il n'y a pas de préoccupations à avoir, mais ça veut dire que si vos inquiétudes sont légitimes, elles ne doivent pas vous ne devez pas les laisser vous dominer. Merci Étienne. Première question, si vous me permettez, qu'est-ce que vous pensez des néobanques régulées comme Trade Republic, qui est une banque allemande, qui propose un taux d'intérêt brut de 3,75
soit 2,65 en net, puisque la fiscalité, elle est belge. Entre nous, c'est encore inférieur à l'inflation. Est-ce qu'on peut faire confiance à des offres telles que celle-là en termes de remboursement, de capacité de remboursement Alors, fort heureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui, au niveau européen, connaît une garantie des dépôts bancaires jusqu'à 100 000 €. Et donc, aujourd'hui, l'investisseur lambda, le client lambda, peut avoir ces apaisements. Alors, bien sûr, qui suis-je? Si jamais il devait y avoir une immense catastrophe, est-ce que toutes ces garanties d'État seraient honorées? J'ai la faiblesse de penser que oui, donc je ne veux certainement pas avoir un discours qui pousserait à faire paniquer. Et donc, voilà, ce genre d'offre-là, de petites banques ou de néobanques, c'est à prendre en considération. C'est une vertu, ça dynamise un marché. Nos grandes banques ont souvent eu un comportement pas très sympathique pour les clients. Elles se font parfois la concurrence dans d'autres segments, notamment le crédit hypothécaire. Et j'imagine que la plupart d'entre vous qui avez eu à conclure dans vos proches un emprunt hypothécaire, vous avez été voir l'une ou l'autre banque pour comparer les offres, mais du côté de la rémunération du livret d'épargne, il n'y avait pas beaucoup de comparaisons à devoir faire. C'était jusqu'il y a peu 0,11% à gauche, 0,100% à droite et 0,11% au milieu. Donc il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Que maintenant on ait ces nouveaux acteurs. Mais sachez aussi voir qu'une banque, c'est un ensemble de services. Il faut être sûr que vous ayez de la part de votre prestataire une offre globale qui réponde à vos besoins. Et c'est ça ce qui doit être votre motivation. Mais il y a ce système de garantie qui est en place pour l'ensemble des investisseurs européens. Si je peux me permettre, je trouve que c'est un excellent exemple de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Pour de l'argent dont vous savez que vous n'allez pas avoir besoin avant peut-être une échéance d'1 an, mais vous savez que vous allez en avoir besoin dans 1 an, très bien. Oui. Nous n'avons pas de solution alternative très courte. Mais n'oubliez pas que si vous allez vers ces solutions alternatives de portefeuille gérés, de portefeuille suivis, allez, je vais donner quelques chiffres qui n'engagent que moi, mais qui sont les résultats du passé, je les vois tout le temps quand je fais des reportings chez mes clients. Un portefeuille équilibré, bien géré, sur les 5 ou 10 dernières années, en moyenne, aura donné entre 4 et 6%. Vous confirmez, Étienne, je ne suis pas farfelu en dehors. Un portefeuille dynamique sur ces 10 dernières années aura donné un rendement annuel moyen de plus de 10%. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Et si vous le faites via des contrats d'assurance branche 23, sans taxe à la sortie pour ce qui est obligataire, sans taxe d'opération boursière pour ce qui est action ou fonds d'action. Donc, n'oubliez jamais, mesdames, messieurs, d'impacter la fiscalité également là-dedans. Mais donc, de nouveau, cette question est un magnifique exemple pour reprendre quelque part ce que nous avons dit et pour me faire aller vers les conclusions. Et je remercie la personne qui a posé cette question, qui ne travaille pas, je pense, chez Wheeling, je vous rassure, même si je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, retenons court terme, contre moyen et long terme, les attitudes à prendre, les solutions à préconiser ne peuvent plus être les mêmes. Se contenter de sauts de puce pour de l'argent dont on sait qu'on n'en aura pas besoin avant de nombreuses années, vous fera perdre du pouvoir d'achat. Le mot est dit, le but c'est au minimum de protéger votre pouvoir d'achat, mais aussi de faire prendre de la valeur, de développer votre patrimoine. Donc pour ça, on a besoin de rendement. Et donc, vous pouvez compter sur nous pour vous conseiller utilement par rapport à ça. Nous offrons un service, un suivi, nos amis gestionnaires le savent, parmi d'autres. Autre question que je vois apparaître sur l'écran, avec quelle maison de gestion travaillez-vous chez Wheeling? Vous en avez 2 parmi des dizaines. Orcadia, j'en ai parlé, Carmignac, on en a parlé. Nous travaillons également avec certaines banques privées qui font leur boulot de gestionnaire, à qui on peut avoir recours dans le cadre de certains types de contrats d'assurance, qu'on appelle les fonds dédiés. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais toutes ces banques de gestion, tous ces principes de private banking que vous connaissez, nous travaillons également avec eux. Simplement, nous mettons des structures, nous améliorons votre planification successorale si c'est un de vos objectifs, on optimise la fiscalité et donc on peut travailler avec toutes les maisons de gestion. La réponse est simple. Comment les sélectionnez-vous? C'est les sélectionner pour la qualité de leur gestion, leur valeur, on en a parlé également tout à l'heure, c'est évidemment important maintenant, pas que chez les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et on s'assure surtout qu'elles restent pertinente. Donc ça, Étienne le sait, on en parle suffisamment souvent. Si à un moment donné, les performances d'Orcadia décrochaient, je me verrais obligé d'en avertir ou de sensibiliser nos clients. Mais jusqu'ici, tout va bien. Donc voilà, nous ne sommes pas limités dans les solutions de gestion. Elles sont beaucoup plus larges que beaucoup de solutions que vous ne trouverez pas et qui seront beaucoup plus limitées via des banques qui, avec tout le respect que j'ai pour elles, sont malheureusement souvent jugées parties. Ce que nous ne sommes pas.
Et ce ne sont pas les gestionnaires qui payent un intermédiaire comme Wheeling, donc c'est une garantie supplémentaire que pour bien faire notre boulot, nous sommes dans le même bateau. Merci. Donc, je voudrais vraiment remercier d'abord vous, mesdames, messieurs, pour votre présence. Il y avait un nombre fort important de présences vu l'actualité, évidemment, et vu le sujet. Merci beaucoup. Si ces sujets vous intéressent, soyez présents sur les invitations vers le 15 octobre. Je ne peux pas encore vous dévoiler le thème, mais il y a un autre sujet qui vous passionnera si vous voulez nous rejoindre à cette époque-là. Vous verrez les invitations, vous les reverrez via les réseaux sociaux, etc. Je compte sur votre présence. Nous aurons encore des choses intéressantes à vous raconter. Merci évidemment, Étienne, pour votre présence sans faille et c'est un plaisir de travailler avec vous. Jérôme, merci beaucoup à Carmignac, grande maison française bien connue, et pour ces fonds assez particuliers, mais qui sont très pertinents et très opportuns aujourd'hui pour des profils plus défensifs. Donc on a, je pense, fait vraiment le tour de tout cela. Et pour le reste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous recontacter. Donc nos équipes vont vous appeler pour voir si vous étiez satisfait par ce webinaire. Si vous désirez être contacté pour un rendez-vous avec un de nos experts, avec un de nos spécialistes, qui ne manquera pas de vous réexpliquer tout ceci. Vous recevrez également un lien pour le replay donc, de ce webinaire. Et si vous voulez demander même des slides qui étaient prêts pour étayer avec des graphiques certaines notions que nous avons développées ici ce soir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. À très bientôt et passez une excellente soirée.